Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien cette semaine et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous présente une femme particulière qui, bien que son histoire soit peu connue, porte un nom pourtant célèbre pour tous les amateurs du vin pétillant français par excellence, le champagne. J'ai nommé Barbe Clicquot-Ponsardin, dite Veuve Clicquot. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Le berceau, c'est le lieu de naissance, l'origine. Le couperet, c'est le couteau de la guillotine. Couler à flot, être présent de manière abondante, en grande quantité. C'est une locution particulièrement utilisée pour parler d'argent, de sang ou d'une boisson. Viticole, c'est un adjectif qui indique quelque chose de relatif à la culture de la vigne et à la production de vin. Une marge de manœuvre, c'est l'ensemble des potentiels ou possibilités offertes à une entreprise pour faire face à des changements. Maintenir quelque chose à flot, avoir suffisamment d'argent pour vivre. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Ce voyage commence dans une belle maison de Reims, avec une vue sur l'une des tours de l'une des plus importantes cathédrales de France, celle où les rois ont été couronnés pendant des siècles. C'est dans ce berceau privilégié que naît Barbe Nicole Ponsardin en 1777. Elle n'est pas une tête couronnée, mais elle est fille de la haute bourgeoisie. Son père est le plus riche marchand de la ville. Il est fabricant de textiles et grâce à sa position, joue également un rôle important dans la vie administrative et politique de Reims. Dans cette enfance paisible, auprès de parents attentifs et aimants, Barbe Nicole grandit en ne se souciant que d'être heureuse. Mais dans les jeux, elle néglige les poupées et préfère le monde des chiffres. Elle n'est pas prétentieuse et s'intéresse avec curiosité à l'esprit du temps. Elle s'amuse à additionner et multiplier les livres de comptes de son père, devinant parmi ces chiffres la fortune de la famille. Pendant ce temps, dans la paix illusoire de l'aristocratie parisienne, la carrière de son père est brillante. Ami de Talleyrand et estimé de Napoléon, il deviendra maire de Reims grâce à ses appuis et obtiendra même le titre de baron. Cela fait de Barbe la fille que tous les riches descendants veulent épouser, celle qui a les bonnes cartes pour faire le meilleur mariage possible. Le choix est difficile et il ne faut pas se tromper. L'élu de la famille Ponsardin est François Clicquot, contemporain de Barbe et unique héritier d'un entrepreneur qui a fondé sa cave à Bouzy, en Champagne, à une trentaine de kilomètres de Reims. Inutile de préciser que lors du mariage du couple, qui a lieu en 1798, le champagne coule à flot. L'année suivante, naît leur première et unique fille, Clémentine, qui est bien sûr l'affaire de Barbe. Son mari François n'a pas le temps d'être père. Il a trop d'obligations professionnelles. Il développe l'entreprise et doit accompagner son vin
entre les armées et les cours assoiffés du monde entier. La vie de Barbe, jusqu'ici, ressemble à n'importe quelle femme de son époque. Son histoire et la nôtre pourraient tout aussi bien s'arrêter là. Cependant, en 1805, dans la 7e année de leur mariage, son mari François meurt. Certains disent qu'il s'agit d'une fièvre typhoïde, mais beaucoup murmurent qu'il s'agit en fait d'un suicide. La seule chose certaine est que Barbe, à l'âge de 27 ans, se retrouve veuve et donc seule propriétaire d'un domaine viticole produisant 60 000 bouteilles par an. Rappelons toutefois qu'à cette époque, les femmes étaient considérées comme faibles physiquement et intellectuellement et n'avaient donc pas de droits civils et politiques. Dans ce scénario, la condition de veuve offre cependant une marge de manœuvre supplémentaire, surtout s'il n'y a pas d'homme de la famille du mari impliqué. De toute évidence, son beau-père, sa famille et le monde qui l'entoure attendent de Barbe qu'elle fasse ce que n'importe quelle femme devrait faire à sa place, confier la gestion de l'entreprise à un homme compétent, ou tout vendre et vivre de ses revenus. Cependant, Barbe a d'autres projets et va voir son beau-père pour lui proposer de tout diriger seul. Il lui donne une réponse qui n'était pas acquise pour l'époque. Elle pourra le faire après avoir suivi un apprentissage. Et si elle s'est montrée efficace, personne ne s'opposera à ce qu'elle reprenne l'affaire familiale. Elle peut compter sur les conseils de Louis Bonne, le collaborateur le plus écouté de son mari, qui connaît bien le milieu. Grâce au soutien de Louis, Barbe est peu à peu respectée par les employés, qui souhaitent l'initier au plaisir et au secret du vin. Elle les écoute, étudie pendant des mois, puis entame sa propre révolution. Elle commence à introduire des changements significatifs dans la conduite du vignoble, en s'appuyant sur les techniques les plus modernes et sur son intuition. Sa devise devient une qualité, la meilleure. Elle n'a donc pas peur d'expérimenter et d'innover, jetant son regard sur l'avenir qui transformera une petite cave en la plus grande maison de champagne. Le chemin, toutefois, n'est pas facile, et l'entreprise risque même la faillite à plusieurs reprises. Les banquiers refusent de faire crédit à une femme qui a non seulement l'audace d'ouvrir un compte en banque à son nom, mais qui prétend même gérer seule une entreprise et des biens considérables. Barbe réussit à convaincre le peu de banquiers dont elle a besoin pour maintenir l'entreprise à flot. Et c'est à ce moment-là qu'elle choisit aussi son nom de guerre. Elle signe tous les documents en tant que veuve Clicquot-Ponsardin, revendiquant par son veuvage un fait. Je suis la seule Clicquot qui reste, celle avec qui vous serez obligé de traiter. Audacieuse et déterminée, Barbe aime expérimenter, si bien qu'en 1910, sous sa direction, naît le premier champagne millésimé de la région, élaboré à partir des vins d'une seule cuvée, le millésime justement. Mais c'est 1811 qui est l'année des merveilles.
la grande comète passe dans le ciel, un phénomène astronomique dont le monde entier parle, et pour le célébrer, elle décide d'apposer le symbole de la comète sur les étiquettes des bouteilles, comme indicateur de la supériorité de ces vins. En 1814, elle défie le blocus continental signé par Napoléon, affrète un navire et parvient à faire entrer en contrebande 10 000 bouteilles du légendaire champagne 1811 dans la Grande Mer Russie. Son nom apposé sur toutes les bouteilles devient si proverbial que même Pouchkine lui rend hommage dans son roman en vers Eugène Onékine, dans lequel le jeune dandy qui s'ennuie et qui donne son nom au livre se réveille uniquement pour siroter le champagne de Madame Clicquot, qu'il qualifie de boisson des dieux. La signature avec laquelle elle avait convaincu les banquiers, celle avec le double nom de famille, devient le nom de sa société. Elle l'a fait apposer sur les étiquettes de toutes les bouteilles, qui portent ainsi le nom de Veuve Clicquot Ponsardin dans le monde entier. En 1816, elle conçoit l'une de ses inventions les plus astucieuses et les plus durables, la table de remuage, aujourd'hui appelée pupitre, un système innovant de clarification du vin consistant en une rotation quotidienne de 90 degrés dans la cave. La production de champagne jusqu'à cette époque était en effet marquée par l'aspect disgracieux que le liquide finissait par conserver, trouble en raison de la sédimentation des impuretés de la fermentation. Barbe veut à tout prix la transparence et a enfin la bonne intuition. Dans les plans de bois inclinés dans lesquels elle insérera les bouteilles, l'inclinaison permettra aux impuretés de se déposer plus facilement dans le goulot au fur et à mesure de la maturation du vin, et les résidus solides descendront rapidement vers le bouchon, facilitant ainsi le dégorgement. L'élimination des levures et du bouchon provisoire permettra ainsi au champagne de conserver une meilleure transparence et effervescence. Aujourd'hui, bien sûr, les procédés sont industrialisés, mais les champagnes élaborés sont clarifiés depuis des dizaines et des dizaines d'années, selon le système inventé par la jeune veuve Clicquot. Enfin, elle arrange un mariage convenable pour sa fille Clémentine, son unique héritière. Elle la marie à un poète un peu désargenté, mais noble, le comte de Chevigné. C'est l'heure du repos pour notre veuve Clicquot Ponsardin, et elle choisit pour cela le château néo-renaissance de Boursault, qu'elle a fait construire pour y loger son gendre, sa fille et sa petite-fille, Marie-Clémentine. Barbe meurt entre ses murs à près de 89 ans, le 29 juillet 1966, après avoir régné 60 ans et traversé les révolutions, avec une maison capable de vendre 750 000 bouteilles de champagne par an. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description.
On se retrouve la semaine prochaine pour parler du livre et du monde de l'industrie littéraire en France.